Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans la vie personnelle, devenir sujet dans un domaine quelconque valorise l'état du sujet, et en tant que cela le valorise, il sera probablement plus sensible aux autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à lui. Durant ma longue vie, qui m'a confronté à bon nombre d'expériences, j'ai pu connaître de près les régimes hitlériens et staliniens en Hongrie ainsi que la mise en place progressive d'un régime souvent critiquable en Europe occidentale. J'ai observé tout à la fois la manière d'agir douteuse de l'Union soviétique, puis de la Russie affaiblie, d'une part, et de l'autre, le comportement problématique des États-Unis d'Amérique et en déclin dans le contexte européen. Ces observations m'ont sensibilisé à une certaine perception des faits, et ont donné lieu à un ensemble de perceptions accumulées au fil du temps. Dès lors, il m'est actuellement plus facile de dénoncer les excès dangereux de la russophobie et du philo-américanisme ambiant dans la population européenne. Il est vrai que du point de vue européen, un Trump avec ses sanctions contre l'Europe rend aujourd'hui la chose plus aisée. Mais il faut raison garder. Reconnaître que les deux grandes puissances continuent de mener leur troisième guerre froide à propos de l'Europe ne doit pas nous empêcher de convenir que, commercialement, elles semblent mieux se tolérer l'une l'autre au détriment des Européens. Certes, une position politique qui se contenterait de dénoncer s'avérerait vite inutilement polémique. Si toutefois mes critiques favorisaient des débats équilibrés et salutaires, elles devraient aboutir à des actes positifs et véritables. Le salut de l'Europe centrale et occidentale dépendrait entre autres de mon aptitude à faire partager cette position. Celle-ci se justifie d'ailleurs par la configuration géographique de cette partie de l'Europe qui, d'un point de vue géopolitique, reste trop étroite devant la masse eurasiatique. Ces territoires européens se trouvent en même temps et tragiquement truffés d'armes nucléaires. Or cette situation géographique et nucléarisée ne défend et ne sanctuarise que les EUA. L'Europe les protège, du moins dans un premier temps, du conflit. Autrement dit, l'Europe est utilisée comme première ligne de défense pour les EUA. En cas de guerre, elle est ainsi condamnée à la ruine totale par ses adversaires. Je suis convaincu que le combat contre les outrances et la profusion disproportionnée de la russophobie et de la philo-américanisation devrait indirectement réduire ces risques dans un premier temps, et par la suite engendrer la dénucléarisation de l'Europe, de l'Oural à l'Atlantique. Cela pourrait permettre à l'Union européenne, UE, d'acquérir une certaine neutralité face aux grandes puissances qui l'entourent, avec la garantie nécessaire de ces mêmes puissances. Cette position non belligérante de l'UE en cas de guerre empêcherait éventuellement l'anéantissement de l'Europe occidentale et centrale. Ma thèse un peu hardie. La thèse que je défendrai ici est que l'UE se trouve littéralement piégée par l'excès à la fois de russophobie et de philo-américanisme, ce qui la condamne à ne pas réussir à se doter d'une position véritablement autonome et géopolitiquement stabilisée. L'autonomie signifie se resituer dans un monde multipolaire et en accepter des dépendances multiples en vue d'une stabilité relative. L'UE refuserait ainsi le statut actuel de satellite ou de vassal. Or, pour qu'elle atteigne une relative autonomie, il est indispensable que les actes, les idées et les mentalités changent, entre autres la méfiance ou la confiance excessive mentionnée, ce qui signifie de les avoir de prime abord identifiées et analysées. Il y a beaucoup de raisons de croire que l'Europe se situe véritablement entre Washington et Moscou, et non pas en dépendance pure et simple de l'un ou de l'autre. Nous tenterons ici de présenter ces raisons, tout en rappelant que la nature même de la problématique abordée range cet écrit dans la catégorie de l'essai polémique. Le caractère essayiste de nos propos s'allie à notre conviction que si les mots peuvent parfois tuer, ils peuvent aussi faire prospérer dans certaines situations. C'est le cas des phobies autant que des postures bienveillantes en politique. D'entrée de jeu, deux précisions s'imposent afin de situer notre point de vue concernant l'UE. 1. L'UE ne peut être considérée comme équivalente aux deux autres entités. Peu armée et piètrement centralisatrice sur le plan politique, elle n'envisage et ne peut envisager aucun acte agressif à leurs égards. L'UE est une entité politique sui generis. Ceci étant, il ne s'agit point de préconiser une association renforcée euro-russe ou l'abandon de l'alliance euro-américaine. À mes yeux,
et à titre normatif dans l'écriture de cet ouvrage, l'enjeu est d'ajuster simplement des positions européennes. Je m'empare de la question afin de vérifier la possibilité de ma thèse. En parlant ici d'ajustement, mon but est d'écarter le risque que l'Europe centrale et occidentale ne devienne à nouveau le terrain de conflits meurtriers Est-Ouest. En ce sens, j'avancerai quelques arguments en vue de choix difficiles mais nécessaires, qui me semblent contribuer à rendre possible cet ajustement par voie de réflexion et d'analyse. Ainsi, dès le premier chapitre, il conviendra d'en approfondir la problématique. 2. L'UE n'est pas l'Europe entière mais dans un but de simplification, elle sera néanmoins considérée comme si cela était le cas. De plus, nous supposerons que dans l'optique présente, la Russie ne fait pas partie de cette Europe, ce qui est évidemment faux. Par ailleurs, tout le monde le sait, il y a toujours eu des anti-américains invétérés en Europe, notamment en France, mais nous n'en tiendrons pas compte. Enfin, la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe soulève des questions que nous ne résoudrons pas. Quoi qu'il en soit, cette publication est prioritairement destinée aux Européens ES. Confession personnelle et paradoxale. Par rapport à l'analyse ici proposée, il importe au lecteur de savoir où se situe l'auteur de ces lignes en termes géopolitiques. Il convient de voir d'où pourrait survenir sa subjectivité inéluctable et peut-être inconsciente. Comme quiconque, il est évidemment marqué par ses orientations propres qui probablement proviennent entre autres de ses origines autant belges que hongroises, mais avant tout de son positionnement européen. Par ailleurs, du fait de son âge et de son expérience, il connut, observa et surtout appréhenda les impérialismes nazis, soviétiques ou russes et américains, malgré toutes les différences de ces régimes. Ayant été durement opprimé par l'impérialisme russo-stalinien, il pourrait en principe avoir un a priori négatif à l'égard de la Russie. Il espère cependant ne pas en avoir. De plus, par le fait de sa résidence bruxelloise depuis plus de 70 ans, il est devenu radicalement eurocentrique, même s'il garde toutes ses critiques devant l'évolution néolibérale et haineux accent aigu aux conservatrices de l'UE. Enfin, ses convictions et ses options politiques sont proches des orientations de progressistes, voire de socialistes, teintées par sa foi chrétienne. Comme le présent auteur, le grand politique allemand Jürgen Trittin 2019 est un déçu des EWA. En sa jeunesse, l'Amérique l'a ébloui par son dynamisme économique, sa musique et ses danses, sa langue et sa littérature. Puis survint le 11 septembre 1973 au Chili, la guerre du Vietnam, le bombardement de Belgrade en 1999, l'invasion de l'Afghanistan puis de l'Irak, les attaques récentes contre l'UE, etc. Trittin s'explique en termes forts, Die Beziehungswischen Europa und den USA sind geschüttert. Sans doute son accointance et ses expériences avec différents régimes, ses activités à différents échelons de la société et ses engagements professionnels et politiques variés, voir son site www.bardosfeltoroni.eu, l'ont-ils prédisposé à relativiser les choses du monde. Toutefois, ceci ne l'empêche nullement d'avoir ses convictions et ses préjugés dont l'un ou l'autre lui apparaissent avec clarté, le refus du nationalisme, l'avantage de la démocratie et l'anti-impérialisme. Il n'oubliera jamais avoir vu après la guerre sa famille dépouillée de tout patrimoine matériel, puis avoir été déporté par les staliniens et finalement chassé de sa patrie au lendemain de la Révolution hongroise en 1956. Nonobstant, à cause de sa réputation d'anti-américanisme, l'auteur doit s'expliquer du fait que sa présente recherche pourrait avoir été marquée par certains de ses préjugés. Venant d'un ex-pays soviétique en 1956, il s'est réfugié vers des contrées dominées par les EWA. Son appartenance de classe lui a facilité ce choix. Il n'empêche que, tirant profit de longues années de réflexion, sa méfiance envers les systèmes impérialistes n'a fait que s'accentuer et concerne autant la Russie et la Chine que les EWA, ou encore d'autres candidats à comportement impérialiste. À ce stade du raisonnement, il faut reconnaître que l'Amérique bénéficie, dans l'imaginaire des peuples d'Europe, d'un prestige important quoique paraissant actuellement entamé. J'y vois 5 raisons. Primo, dans un contexte encore fort féodal, tous les peuples européens ont connu à longueur de siècles une misère agricole atroce et une soif de terre intense. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'Amérique leur a ouvert ses portes. Des millions et des millions de paysans sont partis vers les EWA,
à la recherche de terres riches et nourrissantes. De nombreuses personnes persécutées par les régimes tsaristes, nazis ou fascistes, puis soviétiques, se sont réfugiées dans le nouveau continent qui représentait pour elles un havre de paix et de liberté. Secondo, selon un préjugé persistant, les peuples d'Europe occidentale croient encore aujourd'hui que leur continent a été libéré par les troupes américaines, et ce en dépit du fait avéré qu'à la fin de la guerre 1939 à 1945, l'Union soviétique a été la libératrice pour une part bien plus significative. Tertio, le rêve américain, s'est nourri d'opulence matérielle, de liberté sans limite ou de progrès techniques autant que de Barbie et autres comiques apportés par les Ewa pendant la première moitié du XXe siècle. Ce mythe devenait un levier efficace pour imposer ce rêve comme étant le désir universel atteignable pour chacun, Quarto, tous ceux qui ont craint l'Union soviétique puis la Russie ont vu dans les Ewa un pays qui les défendrait sous la devise du capitalisme libéral. Parmi ces personnes figurent notamment les pro-atlantistes et les gros propriétaires d'Europe. Beaucoup considèrent, à tort ou à raison, qu'au cours du XXe siècle les Ewa ont défendu voire sauvé l'Europe, du moins l'Europe occidentale, face à l'expansionnisme de Guillaume II et d'Hitler et face au risque de l'expansionnisme staliniste qui s'est avéré non fondé. Quinto, plus récemment, l'élite ex-communiste centre-européenne est devenue pro-américaine alors qu'elle est, dans sa grande majorité, issue des partis uniques antérieurs ou d'élites économiques et financières d'avant 1989. Que leur apporte l'OTAN? La légitimité de l'Occident américain, et ce rapidement. L'UE n'aurait jamais pu leur apporter une telle légitimité dans un laps de temps aussi court. Ceci dit, il faut reconnaître que de son côté la Russie n'a guère joui d'une bonne réputation en Europe et plus particulièrement dans sa partie centrale, au centre de l'Europe. Jusqu'à la fin du stalinisme meurtrier et des goulags dans les années 1950, l'Union soviétique est apparue comme un danger, du moins pour une partie notable de la population. Malgré sa contribution essentielle à la libération en 1945, la Russie n'a nullement apporté la démocratie ou la liberté politique dans les pays de l'Europe centrale et orientale, PECO, qu'elle a libérés. Il reste qu'elle y a engendré, par la force, la modernité, l'industrialisation et l'urbanisation ainsi qu'un système de sécurité sociale et d'enseignement général. Déjà au XVIIIe siècle, la Russie tsariste avait participé avec les Habsbourg et les Prussiens au partage de la Pologne. Certes, sans la Russie, il n'aurait guère été possible de chasser Napoléon. Mais, au XIXe, le tsar aida les Habsbourg à écraser les révolutionnaires de 1848 à 1849. Du reste, au XXe siècle, la Russie s'est trouvée par 3 fois attaquée par des forces venues du côté de l'Ouest, lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que par voie de soutien aux Russes blancs à la fin des années 1910 contre le bolchevisme soviétique naissant. En 1992, la décomposition de l'Union soviétique enclenche le début d'un long processus de démocratisation balbutiant que l'opinion publique ne prend guère en compte. Est-ce par conviction fondée, ou par manipulation délibérée? L'Europe est-elle un satellite? Compte tenu des 5 raisons énoncées ci-dessus, il convient de se prononcer dès à présent sur le statut actuel de satellite de l'UE. L'instrument par excellence de ce statut correspond à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, dominée par Washington. Remarquons tout d'abord que l'expression Pax Otania, due au général belge Francis Bricmont, revient à confirmer l'hypothèse du politologue américain d'origine polonaise Zbigniew Brzezinski, 1997, même si elle paraît partiellement infondée. Selon cette hypothèse, les Ewa ne seraient pas seulement le gendarme du monde, mais le régulateur prédominant d'un bloc occidental, dont les membres non-américains sont les vassaux des Ewa. Dans les jeux géopolitiques et les propagandes euro-américaines, cette image des Ewa fait partie de la gestion du pouvoir et de l'image du pouvoir des gouvernants des 2 côtés de l'Atlantique. Les menées de la Russie viseraient la même chose mais cependant, sans succès. Dès les années 1960 à 1970, certains Européens ont réagi à l'intention de Washington de faire prévaloir ses intérêts impérialistes face à l'Europe. Charles de Gaulle fut le personnage de proue de cette réaction. Aujourd'hui, il y en a qui laissent entendre que par l'OTAN, l'Amérique colonise ou du moins essaie de coloniser les PECO.
Il est significatif que, pendant les bombardements de la Yougoslavie en 1999, beaucoup de responsables politiques se soient félicités de leur propre courage d'avoir soutenu cette action de l'OTAN. Or cette action s'est faite sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, en déni du droit international et malgré l'opposition parfois significative de l'opinion publique européenne. Dans ses entretiens avec les médias de l'époque, le secrétaire d'État américain faisait les louanges des plus courageux d'entre eux. Quel hommage à la démocratie! Il reste toutefois des arguments qui mettent en évidence le comportement impérialiste des EWA sur le plan international, en dépit du fait que cet État soit une démocratie ou constitue une référence pour beaucoup d'autres pays. Voici quelques-uns de ces arguments. Malgré leur déclin relatif mais structurel depuis leur défaite dans la guerre du Vietnam en 1975, les EWA continuent à dominer sous une forme d'hégémonie bienveillante l'UE, le Japon, le Canada et bien d'autres contrées, sans gagner cependant aucune guerre menée depuis des décennies. L'incorporation de l'UE dans leur zone d'influence place l'Europe occidentale et centrale en position de satellite, dans le sens américain du terme et bien entendu non au sens soviétique de jadis. L'expansionnisme séculaire des EWA persiste sous des formes particulières. Il suffit de songer aux Philippines, à Porto Rico, aux îles Vierges et à Hawaï au XXIe siècle ainsi qu'à certains pays latino-américains, aux îles Mariannes du Nord dans le Pacifique, au centre de l'Europe, aux Balkans, au Proche et au Moyen-Orient, au Caucase méridional, à l'Afghanistan, à la Libye, à l'Afrique orientale par exemple. Les 7 commandements militaires des EWA couvrent le monde entier, y compris la Russie et la Chine si. Ils entretiennent plus de 1000 bases ou établissements militaires, terrestres et maritimes dans une centaine de pays de leur zone d'influence. Or on perçoit depuis un demi-siècle une inquiétude chez les dirigeants des EWA, comme s'ils craignaient la perte de la position hégémonique de leur pays. C'est ce qui rendrait Washington particulièrement entreprenant du point de vue militaire sans bienveillance. L'impérialisme américain n'est pas le seul dans le monde. Loin de là. Il ne se confond cependant point avec l'impérialisme soviétique, disparu il y a 30 ans. De son côté, le comportement impérialiste actuel, russe ou chinois, très réel et concret, me paraît pour le moment rudimentaire et fort limité. Comme leur démocratie. Il convient néanmoins de ne pas oublier, durant les XVIIIe et XIXe siècles, les poussées expansionnistes tsaristes et d'autres puissances européennes vers l'Est ou le Sud-Est, ou encore la tentative chinoise actuelle ou japonaise d'émerger comme grande puissance. À mes yeux, il reste néanmoins difficile d'évoquer quelque sujet que ce soit sans songer automatiquement à Washington en raison de sa présence à l'échelle mondiale, et à son immixtion systématique dans les affaires intérieures d'autres pays. Compte tenu de ces premiers éléments, on comprendra que la démonstration de ma thèse ne sera guère aisée. Il faut donc raison garder et se dire, montrer la proximité relative mais réelle entre la Russie et l'Europe n'autorise point de minimiser la qualité, la richesse des relations entre les EWA et l'UE. Au terme de cette introduction, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à mener à bien la rédaction du présent ouvrage et de sa réédition corrigée et complétée, collègues, étudiants, amis, auditeurs ou téléspectateurs et bien d'autres. Toutes leurs contributions y apparaissent sous une forme ou une autre, sans qu'ils en portent une quelconque responsabilité. Nos remerciements tout particuliers vont à ma famille tout autant qu'à Christophe Grottarch, Michael Sutton, Pété Bognard, Pépita Morel et bien d'autres qui, avec beaucoup de délicatesse et de sens critique, ont bien voulu améliorer les argumentations et les analyses, voire simplement rendre le texte lisible en langue française. Bardé de ces précisions et confessions préliminaires, laissons maintenant le jargon au vestiaire. Promenons-nous dans la jungle des arguments, des faits et des idées. Allons gaiement de l'avant, si cela vous est possible. Argumenter ou plutôt militer en faveur de notre thèse et lui fournir une méthode de travail est la première étape de nos réflexions. La deuxième, d'ordre géographique, clarifiera quelques notions telles qu'identité, valeur ou appartenance d'individus et de groupes, en l'occurrence américains, russes et européens. Les étapes suivantes entreront dans le vif du sujet, de la géographie à la démographie, des structures économiques aux classes sociales, des racines aux textes fondateurs. Puis nous aurons recours à l'histoire, ô combien difficile à appréhender. Chaque entité, la Russie, les EWA ou l'UE, a son histoire propre.
Chacune a un avènement situé dans la durée et dans l'espace. Chacune est en avance ou en retard, si l'on peut dire, en termes de modernité, de démocratie ou de révolution industrielle. Au terme de cet essai, il n'y aura pas de conclusion mais une question ouverte à laquelle les lectrices et les lecteurs seuls eux pourront apporter leur réponse. Chapitre 1 Autonomie de l'Europe, où est le problème? Molto meglio della guerra, il neutralismo? La thèse étant posée, voire introduction, il convient pour qu'elle devienne une problématique, de l'élaborer. Comme nous l'avancions, il existerait un excès à la fois de russophobie et de philo-américanisme, qui empêcherait l'Europe de se positionner en vraie autonomie par rapport à Moscou et à Washington. À supposer qu'une autonomie relative de l'Europe soit désirable, elle ne se conçoit pas nécessairement avec le seul assentiment, fût-il tacite, de toutes les puissances concernées. Elle ne peut se réaliser qu'avec un minimum de distancement progressif à l'égard des EUA et de rapprochement par rapport à la Russie. Cherchons donc d'abord à évaluer la proximité ou l'éloignement des EUA et de la Russie par rapport à l'Europe occidentale et centrale. Je suis convaincu que la question n'est pas de haïr l'un ou de tomber amoureux de l'autre. À mon sens, elle invite simplement à découvrir et à créer un espace culturel et idéologique à distance plus ou moins égale par rapport à ces deux protagonistes. Certes, une fois la thèse posée, voire supra, de nombreuses questions surgissent immédiatement et avant tout, d'où vient le problème? D'où vient le problème? Pour comprendre l'intérêt ou le besoin d'une autonomie amplifiée de l'Europe, observons des événements survenus au cours des 3 ou 4 dernières décennies, et considérons-les dans une perspective historique. Que signifient des termes tels que rapprochement, distance ou sympathie? Comment les observer et les caractériser? Ces notions sont souvent vagues et en l'occurrence, leur observation s'avère laborieuse. Pourtant, il nous faut nous y appliquer par divers chemins pleins d'embûches. Que signifie l'Occident? Terme tellement cité dans ce domaine qu'il s'avère être une notion gigogne. Quelle image retenir pour identifier la Russie? Les EUA? L'Europe? Quelle Europe? Et par rapport à cette Europe, quelle autonomie lui souhaiter? Disposer d'autonomie indique la volonté d'agir avec une certaine indépendance. Bien sûr, nous songeons avant tout à l'UE, mais comme nous l'avons dit, nous y incluons bien volontiers tous les pays du centre de l'Europe, jusqu'aux frontières occidentales de la Russie. Finalement, quelle conclusion tirer d'une première approche quant au positionnement possible de l'Europe dans le monde? Tentons d'élaborer nos réponses. Après la guerre froide, accompagnée d'un antisoviétisme parfois relativement primaire, une animosité croissante s'est développée en Europe à l'égard de la Russie dès la fin des années 1990. Serait-ce sous le poids de la propagande renouvelée des guerriers de la guerre froide ou des pro-atlantistes européens, les uns et les autres résistant à toute épreuve dans les contrées européennes? Sans aucun doute. Nonobstant, notre analyse vise ici les élites et dirigeants européens qui ne voient le salut de l'Europe centrale et occidentale et la garantie ultime de la propriété privée que dans les EUA. Selon cette couche ténue de la population, l'Europe serait en danger constant de socialisme, de bolchevisme russe et de communisme depuis plus d'un siècle. Pour moi, démocrate, simple citoyen et père de famille, le danger est avant tout celui d'une guerre éventuelle. Hélas, on le sait, la russophobie est déjà présente en Europe depuis les guerres napoléoniennes. À la fin de ces dernières et pour la première fois, les troupes russes apparaissent en effet en Europe occidentale et centrale. Songez à Waterloo, et à l'entrée triomphale des escadrons de Moscou à Paris. De plus, elles n'apparaissent pas seulement dans nos contrées européennes mais aussi en Asie centrale où après d'autres puissances, le grand jeu russo-britannique s'enclenche. Ainsi, dès le XIXe siècle, le spectre russe et l'image de l'ours russe naissent en Occident. À travers les voyages en Russie décrits par des marquis ou autres barons français, les récits retraçant la rivalité entre l'Empire britannique et celui des tsars en Asie centrale, mais aussi au travers de la peur entretenue tant par le bolchevisme que par le stalinisme au XXe siècle, bien des récits ou comptes rendus contribuent à la présentation néfaste de ce pays à ces époques. Ils nourrissent la méfiance, par ailleurs toujours justifiée à l'égard de toute grande puissance ou de tout régime despotique. Au centre de l'Europe,
les mémoires sont intactes pour évoquer les opérations militaires du tsarisme russe avec le rôle majeur de Moscou dans la suppression de la Pologne au XVIIIe siècle, ou à la demande des Habsbourg, l'invasion et l'écrasement de la Hongrie en révolte en 1849, ou encore un patronage parfois lourd dans les Balkans. Faut-il rappeler les interventions militaires de l'Union soviétique à Berlin-Est en 1953, en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968 ? Certes, on oublie un peu trop vite qu'en même temps, Moscou sauva l'Europe du nazisme pendant les années 1942 à 1945. Et comme en toute guerre, il devait y avoir non pas un mais deux belligérants dans la guerre froide qui divisa l'Europe en deux, les Ewa et la Russie. Pour beaucoup, les Ewa constitueraient aujourd'hui le centre névralgique de la géopolitique mondiale. Washington possède tous les attributs d'une grande puissance, le hard power bien sûr avec des capacités militaires, nucléaires, spatiales, cybernétiques, financières, commerciales et de renseignements inégalées, mais aussi le soft power grâce à Hollywood, à la Silicon Valley, au jazz new-yorkais, au rêve américain ou à l'American Way of Life qui séduisent le monde entier. Ainsi, la politique étrangère américaine tendrait à combiner la puissance et l'influence pour permettre aux Ewa de conserver leur rôle hégémonique à l'échelle planétaire. Le rapport de l'Europe aux Ewa a connu des fluctuations séculaires marquées. L'image de refuge dès le XXe siècle est teintée d'une attitude de mépris fort hautaine. Pour certains conservateurs européens, dès le XIXe siècle, les Américains seraient par définition un culte, sans conscience historique, à la fois matérialiste et idéaliste à outrance. Devant leurs succès économiques, l'admiration côtoie l'envie. Les apports médiatiques et culturels américains enflamment les peuples européens qui les reçoivent en les européanisant. Les Ewa jouissent dès cette époque de l'image d'un havre de liberté et d'un espace quasi sans limite, encore qu'elle soit entachée par celle d'un bonhomme gros, cigare à la bouche, l'oncle Sam. Depuis la Seconde Guerre mondiale est née l'idée que le double sauvetage militaire de l'Europe l'a mise sous tutelle. L'interventionnisme croissant de l'Amérique rencontre enfin un anti-américanisme parfois primaire, mais grandissant. Au lendemain de la Seconde Guerre et plus encore après 1989, l'étendue de ce que l'on appelle l'Occident devient plus vaste qu'il n'a jamais été, et ce sous l'égide singulière des Ewa. Assez rapidement, la question se pose de savoir si, avec le temps, cette domination et le philo-américanisme qui la corroborent ne deviennent pas excessifs et s'il convient également de s'en méfier. Ne faudrait-il pas dès lors mettre en évidence le philo-américanisme des élites, sans doute nourri par une russophobie parallèle, et l'anti-américanisme médiatique et populaire en Europe ? Il n'empêche que, comme beaucoup le montrent, le monde vit actuellement une restructuration globale d'ordre géopolitique et chaque puissance voit une redéfinition de sa place dans ce monde. Ce réaménagement réorganise la répartition des ressources mondiales dans un contexte de forte amplification démographique et de détérioration de l'environnement, avec des changements climatiques qui concernent chacune des trois entités et leurs évolutions en fonction de leur localisation et de leur histoire. Toutes ces évolutions de longue durée marquent les esprits et modifient les façons de voir. Aussi nos réflexions viseront-elles à capter au mieux cette évolution au regard des deux puissances voisines de l'Europe, Ewa et Russie, dans leurs positions nécessairement changeantes et la manière de les percevoir. L'usage des termes se révèle particulièrement significatif. La notion d'Occident en question. Dans ce contexte, le concept et le nom de l'Occident sont à examiner prioritairement. En réalité, il relève depuis toujours d'une géopolitique mouvante, davantage encore aujourd'hui alors que le monde connaît la globalisation rapide du capitalisme et devient multipolaire. Selon Washington, la notion de communauté internationale absorberait celle d'Occident tandis que récemment encore, l'Occident se revendiquait comme le produit d'une civilisation commune, héritière de la civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne. Depuis un millénaire, il se limitait à l'Europe occidentale et du centre, plus ou moins à l'Europe de Charlemagne. Du XVIe siècle à la Première Guerre mondiale, cette Europe-là n'a jamais été soumise à une seule et unique puissance. Telle n'est plus véritablement hier ni aujourd'hui, la situation de l'Europe, malgré l'appel vibrant mais ambigu du général de Gaulle pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, indépendant. Ainsi se pose depuis des années la question de savoir où se trouve, ou devrait se trouver,
cet Occident européen et souverain auquel beaucoup d'Européens se targuent d'appartenir. Dès 1945, l'Europe occidentale et centrale a été divisée entre Moscou et Washington, et ce jusqu'en 1989. La partie occidentale s'est trouvée incorporée dans un espace dit nord-atlantique, par le biais de l'OTAN. Après la chute du mur de Berlin en 1989, l'OTAN s'est maintenue et a même poursuivi son expansion, devenant aujourd'hui offensive quoique sans ennemi déclaré, en dépit de sa mission initiale. Elle s'est de ce fait élargie vers la majeure partie du centre de l'Europe, vers les pays baltes et de Vichégrad ainsi que vers quelques pays balkaniques et l'Ukraine. Or, à partir de la création de l'OTAN en 1949, Washington avait pris l'habitude de se considérer comme un pays occidental, et de se situer dans ce que les Américains appellent Western Countries, ou simplement The West. Un terme qui, aux EWA, correspond historiquement à la partie occidentale de leur propre territoire national. Quelle que soit la conception retenue, la Russie se trouve ainsi exclue de l'Occident à l'américaine. De toute évidence, une telle conception ne peut empêcher que la Russie s'étende depuis des siècles sur le territoire septentrional du continent eurasiatique. Elle s'avère soumise dès le Moyen Âge aux attaques et à des influences asiatiques, comme aussi d'Europe occidentale et du centre. Les attaques répétées venant de l'Occident surviennent à partir des guerres napoléoniennes et y induisent des attitudes défensives, voire anti-occidentales. Néanmoins, la Russie bénéficie de sympathies réelles mais variables auprès de beaucoup de pays slaves en Europe. L'Empire socialiste soviétique du XXe siècle s'est acquis l'attachement de populations opprimées par la féodalité tardive au centre de l'Europe. C'est aussi le cas chez les communistes convaincus, plus ou moins nombreux selon les pays concernés. Il convient de souligner la capacité manifestée par la Russie d'absorber des cultures variées, capacité phénoménale qui a réussi à créer et maintenir dans ces territoires une culture propre à portée quasi mondiale jusqu'aujourd'hui. L'économie y a gardé des structures féodales jusqu'à la fin du XIXe siècle, restant éloignée du capitalisme occidental et déployant son commerce tous azimuts depuis des siècles. Son industrialisation et son urbanisation ne s'épanouissent néanmoins qu'au XXe siècle. C'est seulement à partir de la Révolution de 1917 que Moscou devient une référence européenne, à la fois vénérée et crainte. Revenant vers nos contrées, on y passe de la notion de base d'Abendland strictement européen à celle de Ouest, à contours vagues et non seulement européens mais bien sûr américains, voire asiatiques, le Japon ou même austral. La confusion ne fait que croître dans ce monde transatlantique lorsque l'on se réfère plus ou moins fréquemment à la communauté internationale, souvent à la solde de Washington. L'Europe ressemble fortement à une entité satellite de Washington. Certes, on préfère cela que d'être satellite de la Russie, mais il n'empêche qu'à présent on peut songer à n'être simplement ni satellite ni menace face aux autres. Les notions d'Occident et d'Orient sont issues du découplage de l'Empire romain en deux parts selon une ligne qui passe grosso modo par le milieu de l'Europe. L'Occident d'un côté, l'Orient de l'autre. Ces deux parties restent jusqu'aujourd'hui imprégnées du christianisme, ainsi que le met en évidence l'écrivain britannique Tom Holland, 2019. Du côté de l'Orient, les liens commerciaux à longue distance et les liens matrimoniaux princiers, tels les Romanov, font rentrer la Russie dans cette Europe symbolique de l'Occident. Du côté de l'Occident, les Lumières et la révolution industrielle puis le capitalisme annoncent des bouleversements qui durent, me semble-t-il, jusqu'à ce jour. La référence à la chrétienté demeure cependant l'intention de l'UE depuis ses premiers balbutiements, encore qu'avec un accent progressivement moins chrétien et plus néolibéral ou néoconservateur d'importation. Chapka russe ou baseball américain? Abendland ou Ouest? Que choisir ou faut-il choisir? Reportons notre attention vers le Ouest et l'outre-Atlantique. À l'origine, en Amérique du Nord, le mot anglais Ouest intervenait notamment dans le fait d'aller vers l'Ouest, d'être à la frontière. Y être signifiait également le dépasser, et avoir plus de liberté et de richesse. C'est ainsi que le mot frontier désigna la zone occidentale des territoires américains connus. S'y installèrent des explorateurs, des pionniers ou des colons pour aller encore plus loin. Ayant toujours quelque chose à découvrir, des terres libres ou de nouvelles opportunités les appelaient à marcher de plus en plus loin vers l'ouest et à écraser des indigents. Cette marche allait jusqu'à l'océan Pacifique,
puis même au-delà lors de la colonisation américaine au XIXe et XXe siècle. Avec le temps, cette attitude si profondément américaine s'est métamorphosée en un optimisme pragmatique et une orientation résolument tournée vers le futur. Encore en 1960, le président Kennedy parlera de la New Frontier dans ce sens. Mais comme on l'a souligné, avec la guerre froide, le West ou les Western Countries tendent à coïncider avec les pays capitalistes, alliés ou proches des EWA. On citera des pays tels que le Japon ou l'Australie comme occidentaux, mais jamais ceux d'Amérique latine. Paradoxalement, ces derniers seraient toujours considérés comme faisant partie de l'hémisphère des EWA où règne la doctrine Monroe. Cet Occident à limite incertaine se positionnera souvent comme constituant la communauté internationale. Les citoyens de ces pays seront aussi appelés occidentaux par Washington. Or, par rapport à cet Occident, on s'interroge de manière légitime. Où est l'Europe dans tout cela ? Quand on se complaît dans l'idée d'une Europe cul-de-sac à l'ouest, on pose les limites orientales de l'Europe sur les monts Oural, limites purement rhétoriques, totalement dépourvues de pertinence, le sommet le plus élevé de cette chaîne de collines s'élevant à 1600 mètres, exactement comme le Chasseral dans le Jura suisse. Entre l'Europe proprement dite, celle de l'espace civilisationnel médiéval, et les autres espaces impériaux d'Asie, de Perse et d'Inde, se situent des zones mixtes qui connaissent actuellement de fortes turbulences, comme le Proche et le Moyen-Orient et comme tout l'espace bouleversé par les forces des islams politiques et l'interventionnisme avant tout américain. Un espace bouleversé de fond en comble, au point de ne plus pouvoir jouer pleinement son rôle de passage. À ce propos, le Royaume-Uni, n'aurait-il pu jouer au sein de l'UE ce rôle de passerelle entre le continent européen et l'outre-Atlantique, sans pour autant aller jusqu'à renier ses liens historiques européens ? Certes, la Sainte Alliance Londres-Washington s'inscrit de manière informelle dans le réseau anglo-britannico-américain des 5 Ce réseau ne serait d'ailleurs que la partie visible d'un iceberg de coopération, ou une sorte de complicité à la fois militaire, économique et idéologique au sein de ce groupe. Cette position du RU expliquerait sans doute celle très particulière du pays au sein de l'UE, et sa sortie de l'Union. Mais restons-en à l'UE. La problématique face à la globalisation. C'est avec l'avènement et la construction progressive de l'UE que vont se poser les questions véritables, à savoir: quelle est la nature de l'autonomie réelle ou rêvée de l'Union ? Quelles sont les limites géographiques de l'Union ? Par rapport à quoi cette autonomie de l'Union acquiert-elle un sens ? Avant 1989, la réponse à cette dernière interrogation paraissait aisée. Il s'agissait bien évidemment du rapport EWA, Russie-Union soviétique. Au sein de l'Europe cependant, placée face à une domination extérieure, Russie ou EWA, parfois considérée comme hostile, apparaît et tente à se maintenir un autre type de domination, intérioriser celle-ci par le biais de l'évolution idéologique propre au dominé et à son appareil psychique. Cette évolution, qui n'exclut pas un certain nombre d'éléments concrets et matériels significatifs, y joue d'une façon déterminante. L'apport des historiens des idées sera important à ce propos. Car selon moi, les idées ou les idéologies nomment, interprètent et préparent, enrobent et justifient par le verbe et les mots les changements matériels concrets, en bien ou en mal. Par ailleurs, faisant suite aux accords de Yalta et à l'instauration de l'OTAN, les EWA, dans un certain sens, s'adjugent l'Europe occidentale, ce qui, outre la soumission militaire, leur confère le rôle prédominant extérieur, fort à la fois de leur capitale, de leur armée et de leur culture. L'adhésion du RU à l'UE en 1974 a sans doute joué un rôle positif en faveur de Washington. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui, alors que l'espionnage se joue autrement, la sortie du RU aurait autant d'importance. À partir de 1945 à 1950, la Russie de son côté contrôle une partie du centre de l'Europe ou plus ou moins par la force. Elle induit l'industrialisation et l'urbanisation au sens large et moderne du mot. Cette partie de l'Europe et avant tout ses classes dominantes s'ouvre, à partir de 1975 et surtout de 1989, à la démocratie dite libérale et au capitalisme occidental. Une politique ambiguë à l'égard de la Russie s'y développe, qui s'inspire d'un philo-américanisme parfois aigu et de la reconnaissance d'une proximité plus ou moins profitable et oppressante. Or, avec le capitalisme globalisé apparu depuis le dernier quart du XXe siècle,
la réponse quant à cette manière d'agir devient plus complexe. Depuis la chute du mur de Berlin, la situation socio-économique s'est aggravée dans le centre de l'Europe et ailleurs. La globalisation capitaliste s'épanouit et atteint même la Chine, sans que celle-ci connaisse un changement de régime politique. L'OTAN s'étend vers l'Est, jusqu'à la frontière de la Russie, au moment où celle-ci s'incorpore au capital globalisé. L'UE, comme d'autres entités mondiales, se trouve dans les tourbillons des grandes multinationales de toutes sortes et connaît des crises successives. De plus, l'UE n'est guère équivalente aux deux autres grandes entités en termes surtout d'armée et de centralisation politique. Le déclin des deux grandes puissances antagonistes du XXe siècle, la Russie et les EWA, et la globalisation des multinationales font éclater le monde en une structure multipolaire et induisent des influences réciproques et multiculturelles tous azimuts. Plus spécifiquement, l'UE côtoie désormais deux grandes puissances en affaiblissement relatif. En apparence, les EWA demeurent plus proches de l'Europe que celle-ci de la Russie. Malgré cela, plusieurs raisons nous poussent à conjecturer une position franchement inverse. C'est notre tâche principale ici. De quelque nature qu'elle soit, la distance ou la proximité de Bruxelles par rapport à Washington et à Moscou doivent être mesurées et comparées. Est-ce possible, est-ce raisonnable ? De prime abord, le résultat en paraît évident. Même aujourd'hui et sans doute pour beaucoup d'observateurs, la proximité de Bruxelles et de Washington l'emporte nettement sur celle de Bruxelles et de Moscou. La dérive actuelle et peut-être momentanée de l'Europe vers la droite va aussi dans ce sens. Sans doute les classes dominantes voient-elles dans les EWA le garant ultime du droit absolu de la propriété, c'est-à-dire du capitalisme. Elles parviennent à persuader une partie des classes populaires de leur position via un certain populisme. En fait, elles réussissent à leur faire confondre la propriété des moyens de production qui leur appartiennent et la propriété des avoirs des ménages, habitations, biens mobiliers, etc. Certes, la première n'a rien à voir avec la seconde. Mais politiquement, ce type de manœuvre peut assurer une majorité électorale, en négligeant une extrême droite ou en s'appropriant certains de ses thèmes. Réalité et stéréotypes. Au travers et au-delà de tous ces arguments, un questionnement subsiste et il conviendra de le justifier. Justifier, mesurer et comparer n'est pas chose aisée. Il n'empêche qu'il s'impose à nous de tenter des comparaisons. Ce qui en résulterait aurait inévitablement des conséquences en termes géopolitiques, et c'est ce qui nous importe. Certes, comme le souligne le général F. Brickmont, la dernière décennie du XXe siècle a bouleversé la situation en Europe. Une stratégie européenne postule en fait une rupture psychologique et intellectuelle avec l'OTAN sous sa forme actuelle. En termes anthropologiques, Marianne Ménil 2016 attire l'attention sur le fait que la formation de stéréotypes tente d'imposer un clivage radical et dépréciatif entre nous et les autres. Elle est fort ancienne, puisqu'on en relève des témoignages dès le Xe siècle aux Balkans et que le phénomène s'accentue avec le grand schisme de 1054 entre Rome et Byzance. Sans doute, cette époque du retour des nationalismes en Europe fait renaître des stéréotypes anciens qui perdurent jusqu'aujourd'hui et rappellent certains préalables de guerres récentes. Face à ces représentations, les aires culturelles ont des limites floues et les traits culturels se superposent. Ils s'élaborent lors des périodes historiques durant lesquelles les populations concernées ont partagé des expériences de vie communes. Par rapport à notre propos, quelques stéréotypes méritent d'être mis en évidence. L'orientalisme, 1980, est un essai de l'universitaire américano-palestinien Edward Said analysant la vision euro-américaine du Proche et du Moyen-Orient telle qu'elle apparaissait au XIXe siècle dans l'art et la littérature, et les implications de cette vision en termes de colonisation et d'impérialisme culturel jusqu'aux années 1970. D'une façon analogue et dans un sens inversé, l'occidentalisme advient par la ligne qui sépare l'Orient de l'Occident. Or cette ligne ne relève pas du monde physique, mais s'avère un fait de production humaine. L'occidentalisme est un courant de pensée que partagent beaucoup de pays tels que la Turquie ou l'Iran. Il apparaît aussi dans l'Empire russe à partir de la première moitié du XIXe siècle. Il est le produit de l'histoire du pays autant qu'une idée importée d'autres pays. Les uns le réfléchissent en termes de rattrapage. D'autres rejettent l'Occident pourri et exploitant,
alors que d'aucuns stylisent l'Occident en distinguant l'Europe occidentale des Ewa, l'une et l'autre n'étant que des représentations discutables. Rattraper signifierait que l'on prend comme référence le caractère arriéré du pays, et que c'est l'Occident européen qui doit lui servir de modèle de développement. La figure d'avoir manqué le train y apparaît souvent. La conviction de l'infériorité de la Russie par rapport à l'Europe occidentale était largement répandue dans un pays où les tsars, en particulier Pierre le Grand et Catherine II, et les classes dirigeantes avaient écarté les valeurs et institutions russes pour adopter, souvent rapidement et brutalement, celles de l'Occident européen. C'est aussi l'idée sous-jacente du rattrapage stalinien. Un autre point de vue serait de dire que le pays en question se considère comme étant radicalement autre que l'Occident. Celui-ci serait économiquement riche mais pauvre en spiritualité et dès lors à rejeter. Le rejet de l'Occident est celui des Lumières vues à partir de la foi orthodoxe ou plus tard, musulmane. Pour les partisans de cette position, le catholicisme comme le protestantisme sont loin de la foi simple et chaleureuse de l'orthodoxie. Celle-ci est la foi véritable et propre à l'âme humaine. Pour les Russes, le révolutionnaire héroïque est opposé au bourgeois assoupi et accommodant. La société spirituellement saine est antinomique avec le cosmopolitisme déraciné. L'être proche de la terre est incompatible avec l'intellectuel occidental fonctionnant uniquement par raison et sans âme, etc. Le terme occidentalisme peut cependant représenter une vision propre à l'Europe du centre. D'après Chantal Delsol 2015, le sentiment d'être négligé, oublié, incompris par l'Occident revient comme une obsession chez les peuples de l'Europe centrale qui pourtant se sentent pleinement occidentaux. Il s'agit du rêve de l'Occident. Actuellement, on pourrait ainsi parler de l'américanisme en Eurasie, qui reflèterait deux orientations opposées correspondant à des représentations historiques et distinctes. D'une part, l'admiration parfois sans borne à l'égard des Ewa, renforcée d'une propagande américaine, imaginant que l'Europe est en déclin et que tous les biens et services, sécurité, art, capitalisme, film, littérature, musique, proviennent des Ewa, aujourd'hui et peut-être déjà hier. D'autre part, le rejet de tout ce qui est américain au nom notamment des apostrophes, un anti-impérialisme sommaire. De même, le russisme, néologisme affreux, apparaît comme une représentation à double facette. Il correspondrait à l'image formée à partir des œuvres de Dostoïevski, Tolstoï ou Vassili Grossman, évoquant ce que l'on imagine ou veut imaginer de la Russie en Europe, puis au nord de l'Amérique. Tant nos médias que nos politiques tendent à refléter assez systématiquement une certaine russophobie géopolitique, à l'instar du baron de Meyerberg ou du marquis de Custine au XIXe siècle. Certains revendiqueront un anticommunisme atlantiste persistant mais sans objet véritable. D'autres afficheront leur antisoviétisme ou se feront le reflet de la russophobie actuelle ou de l'antitsarisme de jadis. Quant au russisme russe, il évoque l'attitude de qui s'efforce en tant que russe d'être un russe authentique tel qu'un russe peut apparaître dans l'imaginaire européen ou américain. Enfin, pour une gauche communisante, la Russie représente encore aujourd'hui le pays qui peut se targuer d'avoir fait la révolution d'octobre en 1917. L'image de la Russie comme un État policier ne date pas d'hier mais sans aucun doute, s'alimente des faits horribles avérés du tsarisme et surtout du stalinisme. Le monde euro-américain s'est construit depuis fort longtemps toute une mythologie autour de la Russie, entretenue par la guerre froide et véhiculée aujourd'hui encore, par certains médias qui se complaisent dans une vision caricaturale de la Russie. Services secrets, clans, mafia, collusion de l'Église et de l'État, poutinisme, j'en passe et des meilleurs. Il s'y ajoute enfin une démarche fréquente des intellectuels russes pour confirmer cette image de russisme à l'étranger, en fonction de leur occidentalisme mentionné ci-dessus. Ils se complaisent dans des attitudes d'autodénigrement quant à leur propre pays, et d'admiration sans borne de l'Occident d'hier et d'aujourd'hui. Notre hypothèse hardie, ou son opacité. Nous basant sur ces considérations, nous supposons avec une certaine audace que la distance ou la différence puisse, en termes culturels ou idéologiques, au sens métaphorique, matériel ou tangible, être à présent plus grande entre Bruxelles et Washington qu'entre Bruxelles et Moscou. Beaucoup s'en étonneront, d'autant plus qu'une certaine opinion publique n'en croit rien ou ne veut rien en savoir. Pourtant,
Cette hypothèse comme sa vérification est un préalable à la décision à prendre en termes de positionnement stratégique européen face à d'autres puissances et d'autres cultures. Il convient de distinguer soigneusement entre le caractère normatif et le caractère analytique de notre hypothèse. Autrement dit, il importe de ne pas prendre nos rêves pour la réalité et de nous en tenir aux faits aussi fidèlement discernés et interprétés que possible. Deux préalables s'imposent. L'UE peut être considérée comme une entité étatique, ne fût-ce qu'en termes de devenir depuis ses 3/4 de siècle d'existence. L'isolement apparent de la langue russe revêt une importance limitée par rapport à notre propos, de même que le multilinguisme biaisé de l'UE par l'américain ou la latino-américanisation des EWA. Pendant la guerre froide et jusqu'aujourd'hui, tant l'antisoviétisme que la russophobie ont été alimentés par une propagande insistante qui a empêché, me semble-t-il, d'entrevoir une proximité relative entre la Russie et l'UE et de penser ces deux entités comme faisant partie de la même Eurasie, tout en tenant compte de leurs différences notables. Mon analyse n'ignore évidemment pas les crimes staliniens, même s'ils paraissent d'une toute autre nature et nettement moins meurtriers que l'atroce Shoah et les agressions nazies. Il est vrai également que les pays îlo-anglophones en Europe s'avèrent largement ouverts aux EWA et accentuent le philo-américanisme. Il en est de même pour l'Espagne à l'égard de l'Amérique latine, pour la France de la francophonie et pour le Portugal de la lussophonie. Nonobstant, la proximité géographique et l'absence d'un mur de séparation d'avec la Russie font entrevoir le caractère inéluctable des liens multiples. Ainsi, notre hypothèse peut se vérifier à la fois en termes géographiques et historiques. Contentons-nous ici de quelques indications allusives, avant de procéder à la démonstration en bonne et due forme dans les chapitres suivants. Culturellement, l'Europe occidentale et centrale s'est constamment frottée à la réalité et à la culture russe depuis le Moyen Âge, tandis qu'elle est physiquement et mentalement fort éloignée de celle des EWA. Les EWA ont certes brillé depuis leur fondation par leurs prouesses technologiques, leurs universités somptueuses, leur culture de masse, leur démocratie liée à une certaine conception de la liberté. On se souviendra des liens idéologiques forts entre la déclaration d'indépendance des futurs EWA en 1776 et la déclaration des droits de l'homme en France en 1789. Il suffit de songer également au jazz et à ses succédanés, à l'alliance militaire née du sauvetage américain répété de l'Europe, à ses égarements meurtriers, à la quantité de films américains joués dans nos cinémas ou sur nos écrans de télévision, aux personnes nombreuses qui admirent les EWA pour diverses raisons, au management à l'américaine, etc. L'histoire et la culture des EWA sont nourries de la découverte du nouveau monde des grands espaces, d'une attitude frontiériste de combat, d'autonomie forte de l'individu, de méfiance robuste envers les pouvoirs publics, de religiosité paroissiale communautariste, etc. Elles sont porteuses d'une certaine idée de la liberté et de la démocratie, comme d'un pragmatisme de plus ou moins bonne aloi. Un autre apport considérable des EWA, à la suite du rue au monde et forcément à l'Europe, est évidemment la langue anglo-américaine, la langue américaine comme lingua franca transatlantique. Tout le monde prétend la parler, sauf tous ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire la majorité écrasante de l'humanité. Le tout le monde, ce sont naturellement les classes dominantes et les sous-fifres qui leur sont immédiatement subordonnés ou utiles. Cette langue est ainsi un marqueur de mouvement d'avenir. Avec la sortie du rue de l'UE sera-t-elle remplacée par l'allemand, la langue la plus parlée au sein de l'Union ? En peu d'années, un supposé pragmatisme a balayé le plurilinguisme de l'UE au profit de l'anglo-américain. En ce sens, l'UE pratique une langue unique qui n'est pas la sienne et qui se substitue à l'allemand et à quelques langues latines majeures. La sortie du rue de l'Union étant accomplie, aucun pays membre n'a cette langue unique comme langue officielle unique. S'il reste que l'homogénéité tant prisée l'emporte jusqu'ici sur la richesse de la multiculturalité liée aux langues variées, il n'est cependant pas exclu qu'avec le départ du rue de l'UE on assiste à une accélération dans les mutations linguistiques. Éloignement ou proximité géographique, voisinage idéologique ? Quant aux relations russo-européennes, il convient de se demander si le néolibéralisme et surtout le néoconservatisme planétaire et leurs obsessions n'ont pas effacé toute conscience historique d'une culture, d'une histoire et d'une religion propre et commune à une société,
à un peuple de longue durée. Sans doute la question se pose-t-elle du comment réactiver une telle conscience pour surmonter la Gleichschaltung, opérée par la consommation universelle opposée à la diversification culturelle et la conscience. Quoi qu'il en soit, la richesse du voisinage millénaire du pays des Russes avec d'autres contrées slaves du nord ou du sud, avec des germaniques, des scandinaves ou des latins s'alimente du fait géographique, de la mitoyenneté et du commerce réciproque intense, de la réalité des églises semblablement structurées, du multilinguisme pratiqué, d'un Moyen-Âge féodal commun, du système westphalien des relations européennes, des guerres classiques ou totalitaires, de la pensée philosophique et théologique partagée, d'une urbanisation et des apostrophes. Une révolution industrielle vécue quasi ensemble, d'une modernité axée sur la raison critique, etc. Les communications de proximité avec la Russie se sont vigoureusement développées avec le reste de l'Europe dès la fin de l'époque médiévale, et ce dans des domaines variés, mariages princiers, commerce, notamment baltique, échange d'ambassades, etc. La chrétienté tant orientale qu'occidentale est perçue comme une racine culturelle commune dans l'Europe entière. Hier comme aujourd'hui, la Russie apparaît à l'UE sous les noms des grands classiques de la littérature, de la science russe ou soviétique ou à présent au travers de multinationales telles que Gazprom ou Lukoil, mais aussi via la russo-biélorusse Svetlana Alexievitch prix Nobel de littérature en 2015, le gaz naturel approvisionnant l'Europe quasi entière, des compositeurs tels que Dimitri Shostakovich, Sofia Gubaidulina ou Alfred Schnittke, etc. En suivant Orlando Figes 2019. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.